Dans ce podcast, nous allons vous présenter un sujet de la pop culture ayant un leitmotiv commun aux médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous échangerons en apportant chacun une vision sur ce sujet sous un angle subjectif mais honnête. Bienvenue dans Talks. Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Ici Franck et Mathieu pour notre nouvelle émission intitulée Talks. Franck, déjà, comment ça va ? Écoute, ça va, je suis assez content qu'on fasse une nouvelle émission, là, ce nouveau format. Du coup, le format Give Me 5 va continuer à exister, on en refera plus tard. Le format Give Me 5 minutes, lui, ce format court qui est censé durer 5 minutes, mais qui dure plutôt moins de 10 minutes en tout cas, lui va continuer à exister et on vous en fera régulièrement, plutôt un toutes les semaines en alternant entre toi et moi. Et puis du coup là voilà, on va partir sur ce format de talks, vraiment pour discuter ensemble sur des sujets en fait qui vont rester finalement les mêmes sujets que ce qu'on pouvait aborder dans Give Me 5, mais plutôt que de faire un combat en présentant les 5 items à chaque fois, on va parler de différents items. Peut-être qu'il y en aura 5, peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, on verra bien. Voilà, on va échanger ensemble. Dans l'idée, c'est de pouvoir échanger entre nous et vous présenter en fait des sujets qui nous intéressent et parce qu'on a envie de vous les faire découvrir. Alors il y a sûrement des choses que vous connaissez déjà. On ne sait pas non plus, chacun d'entre nous, comment est-ce qu'on va aborder le sujet. On s'est donné un sujet commun et après on va voir comment est-ce qu'on l'aborde, sachant que comme avant, forcément Mathieu va aborder plutôt la partie vidéoludique et moi la partie cinématographique, mais on s'y connaît quand même un petit peu, plus Mathieu que moi, mais un petit peu chacun dans les deux sujets. Donc voilà, on va essayer d'échanger et de se faire découvrir entre nous des choses et de vous les faire découvrir. Voilà, oui, tu expliques bien mieux que moi, voilà. Je pense que c'est un métier. Donc donc là je pense que c'est un peu flou au départ parce qu'on a un peu changé les choses, parce que là il y a un autre changement aussi avant de commencer, c'est que le nom de la chaîne, donc de la chaîne SoundCloud, YouTube et Google Podcast, iTunes Podcast va changer. Ça va plus s'appeler Give Me 5 Podcast, ça va s'appeler Screen Memories. Voilà. Ce qui permettra en fait d'englober toutes nos différentes créations auditives. Dans le Give Me 5 Universe, du coup, de Give Me 5 et Give Me 5 minutes. Et du coup, cette nouvelle émission dont on va arriver à commencer, Talks. Voilà, et du coup, commençons. Le sujet, qui était, pour reprendre, à la base, un sujet prévu pour Give Me 5. Donc là, on l'a transformé pour l'adapter, du coup, à cette nouvelle émission Talks. Donc ça va être les adaptations de comics au cinéma et dans les jeux vidéo. Voilà, tout à fait. Vaste sujet, hein. Alors je sais pas comment tu as procédé un peu pour aborder le sujet. C'était un peu compliqué parce que les comics... alors, je me suis vraiment basé déjà sur les comics. Alors, on avait un peu parlé en disant que ça pouvait être des BD de manière générale. Moi, j'ai plutôt fait le choix des comics. Peut-être que je parlerai de BD à un moment, je verrai bien, mais c'était plutôt vraiment sur les comics, donc vraiment les BD américaines. Et actuellement, on est inondé de comics. Et encore, là, on a un peu ralenti avec le Covid. Mais sinon, on tournait les années précédentes à 3 films Marvel, plus les films DC, plus des films d'autres maisons d'édition, d'autres maisons d'édition, qui sortaient aussi leurs comics au cinéma. Il y avait vraiment le vent aux poupes là, voilà. tendance Donc là, comics. ça y est toujours, mais c'est juste ça décale parce qu'il n'y a plus de sorties ciné, ou du coup il y a des sorties sur des plateformes de VOD ou des SVOD. Oui. Donc ça décale un peu, mais il y en a beaucoup. Puis il y a des séries télé maintenant. Voilà, il y a aussi
des films qui n'ont pas été finis comme ils voulaient, et puis du coup, ils refont des nouvelles versions. Voilà, je parle de la version de Zack Snyder de Justice League qui vient de sortir là, il y a 2 jours. D'accord, ok. Ouais. Quand on enregistre. Voilà, c'est un nouveau film complètement. Donc il y en avait vraiment beaucoup. Ouais. Donc en fait, au lieu de vous en parler, j'ai plutôt essayé d'avoir des grands points sur les adaptations de comics, peut-être de trouver, de discuter avec toi des différentes manières d'adapter. Ouais. Alors des comics, voilà, des films qui m'ont plu, ceux qui m'ont moins plu, et pourquoi, voilà, mais plutôt dans les grandes lignes, et pas faire de récapitulatif de toutes les sorties, sinon on s'en sort plus, quoi. Il y a trop de films, voilà. Il y a déjà quasiment 25 films Marvel qui sont sortis. Et encore, ça c'est dans l'ère moderne c'est-à-dire des à partir comics de 2008 à partir de 2008 avec Iron Man. Ah voilà, ok, voilà. Et encore, et voilà. Et les premiers, mais du coup je vais te laisser toi avant présenter ta manière d'aborder le sujet, mais les premiers, vraiment là, on va dire le début, pour moi en tout cas, de l'ère des comics modernes au cinéma, c'est 2000 avec l'arrivée d'X-Men, 2002 avec le Spider-Man de Sam Raimi, et après 2008 c'est le Marvel Cinematic Universe qui commence avec Iron Man, et là où on ne s'arrête plus, quoi. On est sur je sais plus, 25 films plus différentes séries télé. Sur 10 ans, non 10 ans à peu près Oui, voilà, c'était sur les 10 ans, il y a eu quasiment 25. Comment est-ce que tu as abordé ce sujet-là des comics? Est-ce qu'il y a beaucoup, en fait, j'ai pas vraiment d'idée, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de comics en jeux vidéo? Alors, c'est un peu particulier parce qu'il y a... Alors déjà, je me suis demandé ce que c'était qu'une bonne adaptation. Donc, comment enfin, faire en sorte que il y avait des adaptations qui étaient plus connues ou plus populaires ou mieux que d'autres. Donc, je me suis basé sur ça. Puis après, il y a pas mal d'adaptations qui ont été faites. Alors, en fait, dans les années 90, par exemple, à l'ère de la Super NES, par exemple, il y avait des... En fait, vu qu'il n'y avait pas encore tout l'ère des films, du coup, toute l'esthétique était vraiment basée sur les comics purs. Donc, par exemple, on avait... comment s'appelle, Spider-Man et Venom Separation Anxiety, qui est, lui, en fait, à la base, c'est un comics. Et ils ont juste... transporter l'histoire, enfin vraiment adapter l'histoire pure et dure en un beat'em up, on va dire plus ou moins classique, mais qui bénéficie, on va dire, du tampon Marvel et de toute l'esthétique et narrative du comics. Donc il y avait ce genre de truc. Et après il y avait le combo aussi un peu comment je veux dire, des combos, j'ai appelé ça les combos adaptatifs. Alors c'est pas un nom terrible, mais c'est qu'en fait c'est des jeux qui sont adaptés de comics, mais qui sont adaptés à la fois des comics et des films ou des animes qui sont... D'accord. Qu'est-ce que tu as comme exemple là-dessus? Par exemple, il y a X-Men Mutant Academy. Donc c'est un jeu de combat X-Men qui est sorti sur PS1. Et en fait, du coup, bon, ça se base... donc c'est un jeu en 3D. Mais en fait, donc, toute l'esthétique... Il est sorti en quelle année? Je sais plus s'il est sorti en 99 ou 2000. Je crois qu'il est sorti vraiment en 2000. Avec la sortie. Voilà, oui, avec la sortie des films X-Men, quoi. Voilà, sauf que du coup, toute l'esthétique et tout, on va dire les costumes de base et tout, c'est des costumes, on va dire, des comics classiques. Donc t'as Wolverine en jaune et bleu, Cyclope, tout ça pareil. Sauf qu'après, je crois que c'est quand tu finis le jeu, quand tu finis le mode histoire avec chaque perso, en fait, t'as le costume du film. D'accord, oui, le costume noir en cuir, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. Okay. Donc, tu as tout ce truc-là, ou parfois tu as le cas aussi Afro Samurai, qui est un anime avec la voix de Samuel L. Jackson en samouraï afro, du coup. Oui. Et du coup, le jeu, en fait, il est adapté de l'animé, mais l'animé, il est basé sur le manga, quoi. D'accord. C'est ce genre de truc. Et est-ce que, du coup, dans tes adaptations, tu as aussi... parce que là, comme ça, en réfléchissant, je me dis... Est-ce qu'il y a aussi des adaptations où ils sont servis de la licence juste de l'univers, sans forcément adapter les comics avec une histoire originale, tu veux dire? Voilà, soit une histoire originale, soit par exemple, tu vois, en fait, je pensais à des jeux de combat comme tu vois, Marvel vs Capcom,
truc comme ça, où en fait, ils servent juste de la licence, mais il n'y a pas d'histoire, quoi. Enfin, je sais pas s'il y a une histoire, du coup. Si, il y a une histoire, mais c'est une histoire originale qui justifie le fait que les gars de chez Marvel fracassent les gars de chez Capcom où ils doivent s'allier. D'accord. Tu vois. Ok. Ah oui, donc, je savais pas du tout qu'il y avait une histoire, en fait. Je pensais que c'était juste, on les a mis les deux licences ensemble et ils se tapent dessus, et puis c'est rigolo, quoi. Dans Marvel vs Capcom 3, c'est celui que j'ai fait le plus, et en fait, l'ennemi qui rassemble un peu les deux univers, c'est Galactus. D'accord. Qui mange des planètes, c'est encore un truc adapté de comics, du coup, on est quand même bien dans l'émission. Et du coup, en fait, je sais plus ce qu'il fait, mais en gros, il arrive sur Terre, et la Terre est en danger, et du coup, il y a les gars de chez Marvel, donc par exemple, les X-Men, il y a X-Men et par exemple Spider-Man, ou même il y a Captain America aussi dedans, qui s'allie par exemple avec Chris Redfield de Resident Evil ou Dante aussi de Devil May Cry, qui sont des licences de chez Capcom, et du coup ça crée une histoire. Mais il y en a plein des trucs comme ça. En général, c'est ce qui est le plus populaire, le plus apprécié, c'est que par exemple il y a le jeu The Punisher, qui est sorti en 2005, mais il y a le film aussi, qui est sorti en même temps que le film. D'accord. Le premier film, le premier, non, peut-être pas le premier, mais... Le deuxième, je crois. Voilà, le deuxième, parce que le premier, il est avec Dolph Lundgren, il me semble. Oui. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais je sais qu'il existe. Dolph Lundgren, qui est l'homme des adaptations, qui est là où on ne l'attend pas, quoi. Mais oui, le deuxième, c'est celui avec John Travolta. Oui, c'est ça. Je sais plus comment s'appelle le gars, le gentil, mais je sais qu'il y a John Travolta en méchant. Oui, je me rappelle plus. Et après, il y en a eu un troisième aussi du film The Punisher, mais lui, je crois, il est sorti en direct ou DVD. Oui, c'est War quelque chose, non? Ouais, Warzone, je crois, non? Ouais, Warzone, il est bien celui-là. Celui-là, j'ai vu, il est vraiment cool, quoi. Il est étonnamment bien. Oui, alors que c'est celui qui dit, a priori, il y a le moins de moyens, et c'est celui qui me semble le mieux. Ouais, parce que dedans, il y a celui qui fournit les armes au Punisher. Je sais plus comment il s'appelle, une sorte d'informaticien. Et je crois, après, c'est peut-être ma mémoire qui me fait défaut, mais je crois que dans le film, il y a des sortes d'onomatopées, un peu comme dans les comics, non? Il n'y a pas un truc comme ça? Je sais plus trop, quoi, mais je me rappelle que ce film m'avait bien plu et qu'il me semblait plutôt bien adapté. Ouais. Ça peut être du coup une prochaine question. Qu'est-ce que c'est finalement qu'une bonne adaptation? Qu'est-ce qui fait que c'est une bonne adaptation? Parce que tu vois, il y a... là, moi, j'en ai des pelles, en fait, de trucs. Alors, je peux te dire aussi qu'est-ce que j'ai comme type d'adaptation, avant de répondre à cette question-là. Alors, moi, j'ai soit, un peu comme toi, l'adaptation d'un comics ou d'une histoire. Ouais, c'est vraiment dire, on refait cette histoire... et on la prend et on l'adapte au cinéma avec ce qu'il faut pour qu'elle soit adaptée, parce qu'on ne peut pas faire tout à fait de l'exact copier-coller. Bien qu'il y a des films qui est essayé, c'est-à-dire il y a 300 et Sin City. Ouais. Sin City, c'est du copier-coller de la BD, quoi, vraiment. Avec les et dans cases 300 aussi, il y a des... Voilà, oui, mais c'est vraiment... l'esthétique est le même, t'as juste l'impression qu'ils ont juste animé les cases, quoi. Ah, 300 aussi, ça fait... Sur 300 aussi, il y a alors moins. Là, je savais pas que c'était une BD, en fait, à la base, c'est pour ça. Oui, 300, c'est une BD aussi de Frank Miller. D'accord, ok. Et pareil, alors, moins que Sin City, parce que Sin City, c'est vraiment tout le film qui est comme ça, mais il y a vraiment des scènes qui sont des cases de la BD, quoi, en fait. On prend la case repris, et voilà, qu'ils ont repris, etc. Donc il y a des choses comme ça où c'est vraiment l'adaptation d'une histoire, et là vraiment en essayant de rendre en fait vivante une BD. Alors sachant que dans ma réflexion, j'ai pas inclus les films d'animation. Alors c'était vraiment sur des films live. Live ou semi-live selon certains trucs, c'est un peu flou. Ou après ça peut être l'adaptation de plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'ils ont pris des éléments de plusieurs histoires de Batman ou de Spider-Man, etc. pour en faire une. Voilà. D'accord. C'est-à-dire même des fois de plusieurs périodes différentes, parce qu'en plus sur les adaptations de comics, ils ont tendance régulièrement à faire des reboots.
de Oui. ce qui se passe dans les comics. Spider-Man, il y a une première histoire, et puis ils l'ont rebooté pour faire Ultimate Spider-Man au début des années 2000, je crois. Et, Ouais, c'est ça, ouais. en fait, que se passerait-il si Spider-Man, en fait, au lieu d'avoir été piqué dans les années 60, il était piqué dans les années 2000? À quoi est-ce qu'il ressemblerait Spider-Man? Et pareil, pour plein de trucs, ils ont fait ça. Donc, et du coup, ils s'en servent. Pareil pour Batman, il y a plusieurs histoires de Batman qui s'en servent, notamment Nolan. En fait, Christopher Nolan, pour sa trilogie, il s'est servi de plusieurs histoires de Batman, plusieurs traits caractéristiques des personnages qui viennent dans différentes histoires pour faire, lui, son histoire à lui. Ok. Voilà, ouais. donc il y avait ça. Ou après, il y avait aussi l'adaptation, un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Et en fait, on se sert de la licence. On dit qu'on utilise la licence, mais on fait ce qu'on veut avec, quoi. Oui, d'accord, ouais. Là, par exemple, je me dis, il y a The Mask, qui au départ est une BD. À part que The Mask, au départ, c'est une BD ultra violente, en fait. Ah oui? Les gens qui prennent le masque, en fait, comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils font pas des choses super gentilles et ils sont pas tous fans de Tex Avery. D'accord, ok. Ah, je savais pas, moi, d'accord, je m'étais arrêté au En film fait, c'est juste et à la série. Voilà, c'est un masque qui donne des pouvoirs quasi illimités. Donc, les gens, ils s'en servent. Ça déborde plutôt. Voilà. Et après, sur la licence, dans un moindre truc, je me dis, il y a Judge Dredd, la version de 95 avec Stallone. Et Dieu sait qu'on aime tous les deux Stallone. Oui. Mais en termes d'adaptation de Judge Dredd, je pense que c'est pas top, quoi. Autant l'univers, allez, pourquoi pas. Mais déjà, de base, au bout de 5 minutes, en fait, il enlève son masque. Ouais, il enlève son casque. Normalement, Judge Dredd, il enlève jamais, quoi. Après, je sais pas, oui, mais c'est sûr. Mais après déjà, je pense que c'était l'époque aussi, Stallone flambait à mort. C'était vraiment. Oui, après, et puis tout est basé sur le fait qu'il y ait Stallone, quoi. Le film, je pense qu'il s'est fait, Ouais, Judge Dredd, parce qu'il y avait Stallone. C'est un film, qui est un peu violent, mais qui, je pense, je sais pas à l'époque, mais il a dû être interdit au moins de 12 ans, un truc comme ça, mais pas. Alors que la version de 2012 de Dredd, qui en termes d'adaptation est 100 fois meilleure. Oui. Déjà, Karl Urban, qui reprend le casque, il n'enlève jamais. Donc on voit que son menton D'accord, oui. pendant tout le film. Et c'est vraiment super violent, quoi. D'accord. C'est vraiment une bonne adaptation. Ouais. C'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment une. Je pense que c'est. Alors, j'ai pas lu énormément de BD de Dredd, mais de ce que j'ai lu, ça reprend vraiment plus la mythologie du personnage et le caractère. Voilà. Il est violent, une adaptation il fait beaucoup la loi. plus fidèle. Voilà. Donc là, tu vois, ils se sont servis avec Stallone plutôt de la licence. Et après, ils se sont servis de Stallone pour adapter cette BD. Je pense que ça serait jamais fait s'il n'y avait pas Stallone derrière, en fait. Ouais, parce que, à mon avis, ouais. Après, je sais même pas qui y a. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je sais même pas qui y a d'autres comme au niveau du casting, même le méchant ou quoi, si c'est quelqu'un de super connu. Oui, je pense pas que c'est super connu. On l'a déjà vu, mais je me rappelle plus comment il s'appelle. Donc voilà à peu près sur quoi j'ai mes différents types d'adaptation. Et du coup, qu'est-ce qui ferait une bonne adaptation? Du coup, pour reprendre une bonne adaptation, déjà, je pense, quand tu as parlé de Batman avec Nolan qui reprend les personnages, tout ça, en fait, ça match avec le fait que Batman Arkham Asylum sur PS3 et Xbox 360, ça reste, je pense, l'adaptation la plus idéale d'un super-héros de comics. Parce que déjà, C'est une histoire originale, du coup? Oui. En fait, c'est une histoire originale, mais qui est basée sur... je crois que c'est une BD que t'as, d'ailleurs, sur... Arkham Asylum, non? Ouais, voilà, Arkham Asylum. C'est le truc en peinture un peu... Ouais, en peinture bizarre. Ouais, il est top, celui-là. Alors, voilà. L'histoire est vraiment géniale. Les dessins... c'est un style particulier, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que ça apporte justement au récit le fait que ce soit des peintures. C'est pas des peintures parfaites, quoi. C'est pas des reproductions parfaites. C'est un peu flou. Et du coup, je trouve que ça apporte au côté de la folie de ce qui se passe à Arkham. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est pas la BD. C'est pas la première BD que je conseillerais si tu veux découvrir Batman.
c'est pas la plus simple pour rentrer dans l'univers, quoi. Ouais, alors que du coup, en jeu vidéo, ce serait le premier jeu à faire totalement Arkham Asylum. Parce que, enfin, en gros, c'est Batman qui ramène le Joker à Arkham, encore une fois. Sauf que c'est bizarre parce qu'il se fait attraper très facilement. Et en fait, il voulait se faire enfermer. Et en fait, il enferme aussi Batman à l'intérieur. Et du coup, ça va être la nuit normalement la plus longue de Batman. Alors peut-être qu'il y a des comics qui sont inspirés de ça. Et du coup, en fait, il va devoir déjouer les plans du Joker. Parce qu'il voulait se faire enfermer là-dedans pour une raison particulière, mais je ne vais pas dire s'il y en a qui n'ont pas joué. Et du coup, après, vu qu'il est à Arkham, ça justifie le fait qu'il y ait Poison Ivy, qu'il y ait Bane, qu'il y ait l'homme mystère. L'homme mystère, on fait que l'entendre dans celui-là, on le voit pas. Et du coup, en fait, c'est pour ça que ça match en fait avec une vraie bonne adaptation, parce que en fait, t'as tout ce qui est dynamique, les mécaniques, la dynamique et l'esthétique des jeux vidéo qui sont en accord avec la BD, c'est-à-dire que la justification du choix du genre de jeu, du coup que ce soit un jeu d'action plateforme, ça fait la promesse de vivre d'expérience Batman en fait. Qu'est-ce que ça fait pendant une nuit d'être Batman, pendant un jeu. Et du coup, ça rend crédible en fait tous les choix de gameplay, ou le fait que il y a deux types de phases dans Batman, c'est-à-dire tu as des phases ce qu'on appelle Predator, c'est-à-dire c'est une sorte de phase d'infiltration en fait où on doit éliminer les ennemis on va dire sans se faire repérer. Et en fait on peut voir on a une vue détective où on voit en fait par exemple les battements cardiaques des ennemis, s'ils ont peur, combien il y a d'ennemis dans la pièce, tout ça. Et en fait, c'est justifié avec le fait que Batman, vu que c'est un détective et qu'il a les gadgets les plus poussés de la planète, qu'il peut le faire en fait parce qu'il a la technologie pour. Et du coup, c'est ça que je disais, c'est que les trucs du jeu vidéo, tous les codes du jeu vidéo, ça match vraiment bien en fait avec ce qu'on peut attendre de Batman et son univers dans les BD en fait. Moi je sais que ça m'a fait ça dans ma tête, c'est-à-dire que quand j'ai fini Batman, je me dis j'ai envie de lire des comics. Oui. Pour moi c'est ça une bonne adaptation après. C'est ça, oui, après moi aussi je pense que c'est ça le truc, c'est que si c'est bien adapté, en fait, tu as envie de lire le support de base, quoi. Effectivement, tu as envie de lire des comics, parce que c'est un bon point de se dire, quand tu vois un film, quand tu joues à un jeu, si après tu as envie de lire des comics, c'est que ça a été bien adapté, quoi. Et surtout si t'es pas déçu, parce qu'après si t'as envie, si ça te fait une promesse que le comics il va ressembler à ça et finalement ça ressemble pas, c'est que c'est mal fait, quoi. Mais c'est vrai. C'est vrai. Parce que là, quand tu joues à Arkham Asylum, tu as envie d'avoir de l'action, des enquêtes, des gadgets, des combats épiques, des plans machiavéliques du Joker. Alors, tu les as pas à chaque fois dans toutes les BD, c'est sûr, mais après, c'est sûr que pour Batman, ce qui est aussi, et peut-être pas que pour Batman, mais pour les comics, peut-être Marvel et DC qui ont des longues histoires. Batman, il est écrit en 39, je crois, de mémoire. Il a eu plusieurs traitements, même en BD. Il a eu des traitements vraiment différents, quoi. C'est-à-dire qu'il a été le meilleur détective du monde, et puis après, il a eu des traitements plus comiques. Il a eu des traitements plus noirs, des traitements plus fantastiques. Donc c'est un peu, ça dépend. Ce qui fait que, par exemple, si on prend sur Batman, si on se focalise là-dessus, il y a les deux films de Tim Burton, les Batman de Schumacher, là, où tout le monde est en couleur et... Il a une Batcarte de crédit. Il a une Batcarte de crédit, voilà. Et la trilogie de Nolan. Et après, ceux qu'il y a dans Batman contre Superman et la Justice League. Et le prochain, qui sont en fait... et le prochain, et le Batman de 66. Le premier Batman, le Batman de 66, qui est issu de la série télé. Oui. Et voilà. Mais du coup, en fait, c'est des... Alors, à part celui de Schumacher, je pense que du coup, n'est pas vraiment une bonne adaptation. Parce que Batman... je suis pas sûr qu'il ait vraiment jamais eu de Batcarte de crédit. Oui, à mon avis.
Mais sinon, le Batman de 66 s'adaptait à un style de Batman qu'il y avait. Le Batman de Tim Burton, voilà, a été, je pense, une bonne adaptation et d'un certain style de Batman. Oui. En fait. C'est juste que c'est des styles différents de Batman, comme il peut y avoir des styles différents de Spider-Man ou de Superman. Voilà. Oui, c'est peut-être plus facile aussi, en fait, pour savoir qu'est-ce qui est une bonne adaptation, de savoir qu'est-ce qui est une mauvaise adaptation. C'est peut-être plus facile, parce que du coup, là, quand c'est mauvais, c'est plus facile à voir, je trouve. Du coup, alors dans le jeu vidéo, ça se fait, mais c'est plus dans le sens où une mauvaise adaptation, en fait, comment dire, en fait, tout le marketing du jeu vidéo est fait sur le fait que c'est une jolie boîte et que il y a un joli manuel, tout ça, mais qu'après en jeu c'est la déception. Ça s'est beaucoup fait par exemple dans les jeux Dragon Ball, mais c'était plus dans ce sens-là et pas dans le sens inverse. C'est-à-dire que il y avait le support en fait de la BD qui appuyait le côté marketing et le fait de prenez ce jeu, vous allez voir, ça va être l'univers Dragon Ball. Mais après en fait avec les limitations techniques de l'époque, la déception en fait elle se fait au niveau du jeu, parce qu'en fait tu t'attends. Oui, c'est pas de l'adaptation en fait, c'est plus le gameplay qui est. Voilà, après en vrai le jeu, je pense que le jeu en soi, les jeux en soi ils sont pas non plus immondes, mais c'est plus vu que tu t'attends en fait, t'as tellement une grosse attente de la BD ou du manga là du coup, par exemple pour Dragon Ball, que là forcément t'es déçu. Mais c'est vrai que c'est plus dans le sens au niveau du gameplay, voilà, et du jeu plutôt que. Il y a quand même une promesse qui est rompue, du coup, un peu. Oui. Qui en fait peut-être une mauvaise adaptation. Ouais. Après, je sais pas si dans les films, à part Batman... Parce que je pense que tu t'attends à avoir certaines choses que tu n'as pas forcément. C'est possible, tu vois, en fait, que quand tu t'attends à une adaptation, effectivement, tu t'attends à une promesse, c'est-à-dire de retrouver ton héros ou un segment de la vie de ton héros ou un segment du traitement de ton héros, parce que ça fait 1000 ans qu'ils vivent là, et ces héros et ils ont été traités de manière différente. Ouais. Et sur lequel tu es déçu. Hein, mais après, il y a des trucs où des fois tu as des promesses et tu dis je vais retrouver le héros et en fait je le retrouve pas du tout, quoi. Hein, si je sais pas, admettons, de quoi je peux te parler, si je prends le Spider-Man, Amazing Spider-Man. Les deux films de Amazing Spider-Man. J'aime pas du tout. C'est Amazing Spider-Man. Alors, à la rigueur, le costume de Spider-Man est plutôt joli, quoi. Mais sinon, tu t'attends à voir Spider-Man. On a déjà eu une trilogie à ce moment-là quand ils sont sortis. Alors, je sais plus très bien quand ils sont sortis, ceux-là, mais on a déjà eu une trilogie, donc on connaît déjà Spider-Man. Alors déjà, on se retape encore la mort de l'oncle Ben. Oui. C'est comme la mort des parents de Bruce Wayne. Moi, j'en peux plus de les voir mourir, ces gens. On les voit systématiquement mourir dans tous les films. Et donc, vrai que... là, on s'attend à des trucs, on s'attend à des personnages, et je suis bien conscient que tu dois adapter, justement, c'est tout ça le travail d'adapter, dire passer d'une feuille avec des couleurs, des dessins d'une certaine époque, d'un personnage, mettons, qui est créé à une certaine époque, pour le rendre vivant et le rendre crédible à notre époque, d'ailleurs notamment tout le travail sur les costumes. Ouais, il y a des costumes, c'est ce que je disais tout à l'heure, les costumes jaunes et bleus là, des X-Men des années 90, pour que ça soit à peu près crédible, c'est compliqué d'avoir des costumes maintenant comme ça. Oui, il faut une blague. Et, voilà. Et dans une scène coupée, normalement il y a une scène coupée où on voit Wolverine qui est dans l'avion, dans un avion en fait, et il ouvre une boîte et en fait il y a son costume classique. Ah ouais ? Ouais. D'accord. Et on voit le masque de son costume classique, mais du coup il le met jamais, mais ça serait bizarre en fait, ça serait compliqué. Ouais. Quoi. De toute façon il trouve ça débile. Oui, il trouve ça débile, ouais, ça. Mais du coup voilà, c'est tu vois, sur ce Spider-Man, t'attends des choses, t'attends un certain traitement de tes personnages, et sous prétexte de l'adapter,
c'est mal fait, quoi. Les personnages, ils sont traités n'importe comment. Spider-Man, normalement, il est censé être un jeune lycéen qui est plutôt timide, qui est un geek, hein, clairement, enfin, et qui a du mal à parler aux filles. Ouais, mais c'est plutôt bien traité, du coup, chez Sam Raimi, ça, du coup. Voilà, ça, c'est plutôt bien traité. Mais là, sur Amazing Spider-Man, le mec, dès le début, il fait du skate, c'est limite un des héros du lycée. Enfin, oui, je me rappelle de cette scène. Non, en fait, c'est vrai. C'est pas censé être Spider-Man. Non, c'est à la limite, c'est Flash. C'est pas Peter Parker. À la limite, c'est Flash Gordon, mais. Voilà. Coup, mais ouais, du coup, ça, voilà, ça fonctionne pas trop, quoi. Et du coup, par contre, pour rebondir sur X-Men, là, par contre, où je trouve que c'est une bonne adaptation vidéoludique, mais alors, moi au cinéma, je l'ai bien aimé, sauf la dernière partie. Enfin, ouais, on va dire, c'est X-Men Origins Wolverine, du coup. Parce qu'en jeu vidéo, il est très très bien adapté. Du coup, comme je te disais, le choix du support, c'est vachement bien et tu peux faire vraiment plein de trucs. Tu as vraiment l'expérience Wolverine, du coup, qui est adaptée. Et je crois même qu'il y a des éléments des comics aussi qui apparaissent dedans. Mais par contre, du coup, au cinéma, ils ont un peu. Alors, ça dépend. C'est vrai que, ouais. C'est pas très bon quand même, hein. Je pense que alors autant aussi il y avait la scène de début où du coup on apprend que Dent de Sabre c'est son demi-frère. Ouais, ça rigueur, pourquoi pas. C'est bizarre, mais pour les besoins du film, je trouve ça va en fait. Ouais, dans le film ça va. Je dis, à la rigueur, ils adaptent, ils changent un peu le truc, pourquoi pas. Ouais, c'est aussi ça le travail d'adaptation, de dire on change des choses pour que ça colle et pourquoi pas. Du coup, ça leur fait une rivalité, on comprend pourquoi ils sont rivaux, on comprend pourquoi ils ont des pouvoirs similaires. Donc, pourquoi pas. Alors, on comprend pas pourquoi dans cet univers-là, du coup, qui est censé être le même que les X-Men, du coup, il y a deux versions complètement différentes de Dent de Sabre, puisqu'il apparaissait déjà dans X-Men sous sa forme monstre avec les cheveux, une crinière jaune. C'est vrai. Donc là, du coup, il avait vraiment une tête d'humain. Donc ça, c'est pas expliqué, mais bon, s'il y avait que ça qui n'était pas expliqué dans la saga X-Men, ça irait. Mais après, il y a plein de choses. Enfin, sur l'adaptation, du coup, l'adaptation de Deadpool dans X-Men Origins Wolverine, ça n'a aucun sens. Voilà, parce que je me disais, est-ce qu'il apparaît jamais comme ça dans les comics? Il n'y a pas... Enfin non, mais un des caractères... Sans les sabres qui lui sortent des mains, mais... Voilà, il n'est pas censé avoir des sabres qui lui sortent des mains. Il a le pouvoir de régénération, effectivement, le même que celui de Wolverine. Mais une des caractéristiques primordiales de Deadpool, c'est qu'il ne fait que parler. Oui, il parle tout le temps, Deadpool. Il parle même au lecteur, en fait. Un des caractéristiques, c'est qu'il casse le quatrième mur et qu'il sait pertinemment, en fait, qu'il est dans une BD. Et du coup, qui parle au lecteur en disant, là, je sais ce qui va se passer, ou là, il va se passer... Enfin, là, je sais que je suis dans une BD, donc ça va se passer comme ça. Enfin, il le sait, en fait, et il le dit au lecteur. Et là, ils en ont fait un personnage qui ne parle pas. Et pourtant, c'était bien parti, parce qu'au début, il y a du coup Dwayne, enfin, celui qui joue Deadpool, enfin, il fait que parler au début quand ils sont dans l'ascenseur et tout. Oui, voilà. Mais après, ils le rendent mieux. Après... donc tu te dis, quand il est, c'est comment il s'appelle, Wade Wilson, c'est ça. Et oui, au début il fait que parler, mais c'est normal. Et après, du coup, c'était tout le travail de l'acteur dont j'ai oublié le nom, qui a fait pour revenir Deadpool en fait et faire revenir la vraie version de Deadpool, quoi. Et c'est ce qu'il fait du coup dans le film de Deadpool de 2016. C'est qui fait, c'est Deadpool qui est là et qui parle et qui fait que le film marche en fait. Parce que pour le coup c'était une bonne adaptation du personnage et on va le transposer des cases de BD à l'écran et on va voir comment on fait. Et du coup il est violent, donc il va être interdit au moins, je sais pas, c'était moins de 16 ans. Il va être vulgaire, il va parler aux spectateurs
comme s'il savait qu'il était dans un film. Voilà, il va faire des références méta à tout le monde, à qui il voit, à qui il est en train de parler, voilà, en faisant des blagues. Ouais. Donc, et ça c'est voilà, et c'est ce qui fait parce que c'est ce qui se passe dans les BD, quoi. Donc oui, ça du coup, ça, Deadpool, c'est, je pense, une bonne adaptation. Après, il y a d'autres trucs qui sont en termes de mauvaise adaptation. Alors, si on devait faire peut-être, je sais pas si on va pas faire un classement parce que justement on voulait éviter de refaire des classements comme ça, mais là comme ça citer une ou deux mauvaises adaptations, une ou deux bonnes adaptations. Voilà, vraiment sur le côté adaptation, c'est-à-dire pas forcément sur le côté oui, spécialement ils prennent... film ou jeu, tu vois, est-ce que c'était un bon jeu, etc. Est-ce que c'est une bonne adaptation Après, est-ce que c'est un bon film ou est-ce que c'est un bon jeu, ça peut être différent, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont par exemple pour moi le Joker, le film Joker, je trouve que c'est un bon film, vraiment c'est un super film. Alors même s'il reprend plein d'idées d'autres films, etc., sur les médias, sur le fait de devenir fou, etc. Je trouve que c'est un super film. Et là, je vais sûrement me faire des ennemis, mais je trouve que c'est pas vraiment une bonne adaptation du Joker. D'accord. Oui. Voilà, du Joker et de Batman, en fait. Déjà, l'idée de faire un film sur le Joker sans Batman, ça n'a pas vraiment de sens. D'accord ? Donc alors, ils ont calé... alors, on va faire des spoils. Hein. On a déjà aimé. Donc, au cas où, on va spoiler sur ce film-là qui est assez récent. Ouais, en plus, je l'ai pas vu, donc au moins. Ah ben voilà, bon. Du coup, je vais éviter de trop spoiler, mais... Non, tu peux, de toute façon. Mais on voit encore les parents de Bruce Wayne. C'est pas un spoil non plus. Non, mais on les voit encore mourir. Encore une fois, dès qu'on les voit, en fait, ces gens crèvent à l'écran. Le rôle de leur vie. Voilà, c'est ça. Et du coup, je trouve que c'est pas une super bonne adaptation. C'est-à-dire que le film, il aurait été tout aussi bien si les gens avaient d'autres noms. Et là, on leur a juste dit, bon, en fait, toi, tu vas être le Joker. Ah oui, d'accord, oui. Voilà. Et toi, tu vas être toi, tu vas t'appeler Thomas Wayne, et comme ça, tu seras le père de Bruce Wayne. Toi, tu vas être peut-être... je sais plus, voilà. Juste les noms pour dire, on va caler des noms, etc. Ouais, mais c'est pareil que pour le premier film du Punisher, en fait. C'est pareil, c'est-à-dire que s'il s'appelle pas le Punisher, en fait, c'est juste un vigilante movie, où c'est juste un mec qui s'est fait trahir et qui va juste détruire la mafia, mais à aucun moment il a le logo du Punisher. Il pourrait s'appeler Dolph Lundgren, juste dans le film, juste comme ça. C'est juste un mec qui a une moto, un blouson en cuir et un fusil à pompe, quoi. Donc oui, voilà, c'est le même principe. Ouais. Et pareil, dans le Joker, déjà l'idée de base, même si, comme je l'ai dit, en fait, je trouve que j'aime bien le film, mais pourquoi faire un film sur les origines du Joker ? Tout l'intérêt du Joker, d'accord, c'est qu'on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment il s'appelle. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Ouais, c'est pour et donc, je trouve qu'il est bien mieux traité, du coup, à mon avis. Après, voilà, ça n'engage que moi. Mais je trouve qu'il est bien mieux traité, le Joker, dans Dark Knight. Oui. Ouais, où du coup, on ne sait pas d'où il vient. D'accord ? Il fait ça juste pour semer le chaos. C'est un agent du chaos, en fait. Alors après, c'est peut-être ma version du Joker. Il y a d'autres versions du Joker, etc. Mais c'est juste un agent du chaos. On ne sait pas d'où il vient. Et c'est ça qui en fait un personnage complètement fou. C'est que il n'a pas d'origine et il fait ça juste pour faire le mal et pour être la némésis de Batman, en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est... Et ce qui fait que Batman est aussi bon, c'est qu'il a une némésis aussi forte. Et là, du coup, tu fais un film sur sa némésis sans parler vraiment de Batman. Oui. À la rigueur, qu'on se base sur la vision du Joker en disant on va vous parler de la création du Joker en parallèle avec la création de Batman. Mais là, c'est un peu fait dans le film, mais... En plus, ça humanise le Joker, du coup, ça le rend moins flippant, on va dire. Bah oui. Voilà, tu dis, il a une histoire, et à la limite, il y a des fois où tu comprends, en fait,
l'histoire du Joker, et du coup tu le comprends et tu fais que bon, ouais, ça devient limite un personnage de tragédie. Ouais, plutôt que. Et et alors oui, ça fait un côté, ouais, effectivement il a un côté tragique le Joker, mais moi j'ai juste envie qu'il soit méchant, quoi. Ouais. Qu'il soit méchant parce qu'il est méchant, point, en fait. Oui, voilà, oui, ça reste. Ouais, c'est sûr que du coup, ça fait une mauvaise adaptation, ou pas spécialement justifiée en vrai, pas nécessaire, on va dire. Bah, voilà, pour moi, je trouve que c'est pas une très bonne adaptation de l'univers de Batman. Mais après, ça reste un très bon film. Il est bien réalisé, il y a plein de trucs. Enfin, par contre, la performance d'acteur de Joaquin Phoenix, elle est complètement folle, hein. Il est époustouflant, hein, dans le film. Ouais, ils ont. Mais je pense que pour interpréter le Joker, il faut être époustouflant, quoi. C'est-à-dire que sur les... il n'y a pas eu 50 000 adaptations du Joker, mais il y a eu du coup Jack Nicholson, Oui. Heath Ledger qui fait un Joker qui en plus du coup arrive après Jack Nicholson, où tout le monde avant disait personne ne pourra remplacer Jack Nicholson, c'est foutu, machin, c'est pas possible. Et puis il arrive et il fait une performance qui lui a valu un Oscar, alors posthume, mais un Oscar quand même. Oui, c'est sûr, Voilà. Et après, bon, il y a eu d'autres, il y en a eu avant lui, puisque c'était George Romero, je crois, qui jouait avant le Joker dans le Batman 66, mais qui joue du coup une version folle et clownesque du Joker. Oui, du coup, ça. D'accord, oui. Ouais, c'est sûr que. Voilà. Ouais. Et après, Joaquin Phoenix qui arrive après. Bon, je sais pas si vraiment il a effacé les mémoires Heath Ledger, hein, mais. Bah, c'est. En fait, je l'ai pas vu, donc. C'est une autre adaptation. C'est une autre version. Comme je dis, en fait, pour moi, si ça s'appelait pas Joker, c'était pareil, quoi. Mais par contre, il joue ça ultra bien, quoi. Ouais. Mais le film, s'il s'appelait pas Joker, ça aurait rien changé, quoi. D'accord, oui. Ouais, bah du coup, en mauvaise adaptation de film, du coup, tu mettrais... ce serait celle qui t'aurait le plus marqué. Et en bonne adaptation... Alors, en fait, je sais pas si c'est celle qui m'a le plus marqué, mais c'est celle en fait, où je trouve que les gens ont fait tout un truc, parce que le film est bon, mais l'adaptation est pas terrible. D'accord. Ouais, c'est celle où il y a peut-être le plus grand écart, en fait, pour moi. En tout cas, c'est celle que je pense. Après, en termes de mauvaise adaptation... j'en sais rien, je sais pas. Je pense que c'est peut-être là le moment où il faut parler de Howard le Canard. Il fallait le caler à un moment. Ah, attends, je l'ai vu, lui. Howard the Duck, je l'avais bien aimé. Tu me le fais ressortir. J'avais bien aimé ce film. Ouais. Alors, il est très typé mais c'est années quand même... 90, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il est très typé, mais c'est très bizarre comme film. C'est très bizarre, ouais. C'est très bizarre. Voilà. Mais alors, j'ai pas lu les BD, en fait. Je pourrais pas le dire si c'est une bonne adaptation, mais c'est très chelou comme film, qui a un canard à taille humaine qui arrive sur Terre. Oui. En plus, c'est un canard limite obsédé sexuel. Star de cinéma. Je crois que c'est ça. Voilà, c'est très très bizarre. Oui. Mais je pourrais pas dire du coup si c'est une bonne adaptation ou pas, mais ça a fait un four complet quand même, hein, quand c'est sorti. Oui, j'imagine, ouais. Alors que pour le coup, c'était parmi une du début des adaptations de comics qui commençait en fait à essayer de lancer des adaptations de comics. Voilà. Alors il y en a eu avant, une des premières, des plus mémorables, c'était le Spider-Man de Richard Donner en 78. Ah oui. Ouais, c'est le premier Superman. Enfin, c'est pas le premier Superman, c'est pas la première fois qu'on adapte Superman, parce qu'il a été adapté plein de fois, Superman, avant déjà. Mais là, c'est le premier film Superman, où Superman vole en plus. Donc il y avait plein d'effets spéciaux assez révolutionnaires pour 78. Mais après, du coup, en bonne adaptation filmique, laquelle tu... Je sais pas, j'ai pas réfléchi en fait à quelle bonne adaptation. Je sais pas, parce que j'aime bien les Batman de Nolan, je trouve qu'ils sont vraiment cool en fait. Et après Moi, je pense que ça reste le Spider-Man de Sam Raimi.
je pense. Le Spider-Man de Sam Raimi, ouais, il est bien. Surtout le premier. Le Spider-Man de Sam Raimi. Ouais, le premier. Le 2 aussi est bien. C'est le 3 où après ça part un peu en. Ouais, le 3. Cacahuète, je pense qu'il touche des cachets beaucoup trop. Beaucoup trop gros. Il y avait trop de choses en fait. Il voulait faire trop de choses en même temps. Enfin, il y avait l'homme des sables. Il y a le costume avec le symbiote. Enfin. Ouais, ça ils ont. Et ouais, il y a trop de. Ouais, et Harry en bouffon vert. Voilà, Harry en bouffon vert junior. Plus après le pétage de câble de Peter Parker et sa petite danse là. Oui. Je sais pas ce que je dirais en meilleure adaptation. Du coup, je réfléchis un peu. Mais toi, du coup, en mauvaise adaptation de jeu, alors, en bonne adaptation. Alors, du coup, bonne adaptation, t'as dit Arkham. Arkham Asylum. Attends, en mauvaise adaptation, honnêtement, j'ai pas réfléchi parce que j'ai pas joué à tant de. Enfin, je vois alors, pas trop. moi, j'avais pensé à un jeu. Alors, je sais pas si on pourrait dire que c'est une mauvaise adaptation, mais c'est du coup les Tortues Ninja sur Nintendo. Ah oui, sur NES. Voilà. Alors, ça me semble quand même bien reprendre l'univers des Tortues Ninja, oui, avec ce qu'on peut faire à ce moment-là sur la NES, quoi. Ouais. On est sur des graphismes de NES, donc voilà. Mais c'est un jeu horrible. En termes de jeu, c'est horrible. Tu peux pas finir ce jeu. Enfin, c'est un jeu, c'est le jeu de l'enfer. Je sais pas si c'était un peu dans les. Non, je pense pas que c'était dans les standards de l'époque. En fait, je pense que c'est peut-être dans les standards, mais dans le standard, dans le sens, ils maîtrisaient pas encore tout et du coup, ils faisaient, ou peut-être qu'ils l'ont fait vite. J'ai pas l'histoire de la création de ce jeu et pourquoi est-ce qu'il est aussi dur. Est-ce que c'est parce qu'ils maîtrisaient pas forcément toute la création du jeu ou parce que parce qu'ils ont voulu qu'il soit si dur que ça, j'en sais rien, quoi, mais... Ouais, après, sinon après il y a Spider-Man Separation Anxiety. Du coup, j'ai parlé, enfin Spider-Man et Venom, parce qu'on peut jouer les deux. Quoi que non, après, je sais pas si ça reste une bonne adaptation, mais ça reste juste un beat'em up classique. Il n'y a pas vraiment de truc qui fait que. Enfin, comme j'avais dit tout à l'heure dans Batman Arkham Asylum, où du coup, tout est crédible en fait. Toutes les actions que tu fais, ça reste un super jeu. Et en même temps, tu te dis, ah bah oui, Batman, il peut clairement faire ça. c'est logique. Du coup, genre par exemple, dans les phases Predator, justement, où tu t'infiltres, si tu te fais tirer dessus par les ennemis, tu meurs vite en fait, parce que les ennemis sont surarmés. Batman, même s'il a du Kevlar, c'est un humain, quoi. Et il se fait tuer vite. Donc c'est pour ça qu'il agit, qu'il a le grappin, qu'il est aussi entraîné, tout ça. Du coup, tout paraît crédible. C'est pour ça que ça reste la meilleure adaptation. Sinon, il y a aussi les Spider-Man qui ont été faits par Neversoft. Donc ceux qu'ont fait Tony Hawk. Il y a Spider-Man qui est sorti sur PS5 qui s'appelle Spider-Man. Et en fait, là, du coup, c'est une histoire originale où en fait, t'as Spider-Man qui... en fait, c'est pendant une exposition du Doc Octopus. En fait, il présente une sorte de machine et en fait, tu vois Spider-Man qui arrive sur la scène et qui vole la machine. Sauf que c'est pas Spider-Man parce que Peter Parker est dans la salle. Du coup, tu comprends vite que c'est pas lui et que c'est un imposteur et que du coup, il y a un scénario qui se lance et du coup, c'est prétexte à affronter le Rhino, à affronter Carnage, à rencontrer Daredevil. Voilà, tu vois. Du coup, t'as plein de... en plus, ce qui est bien, c'est que tu as des personnages de Spider-Man, mais tu as une apparition de Daredevil, de Captain America, des 4 Fantastiques. Du coup, ça pour moi, c'est une super adaptation, parce qu'en plus, ça reprend toute l'esthétique des comics classiques, vu que ça a été fait en 2000. Du coup, et je pense qu'il a même été fait avant en fait les films de Sam Raimi. Donc, oui, parce que c'est 2002, Sam Raimi. Ouais, voilà, donc il a été fait largement avant. Du coup, en plus, même à chaque début de mission, t'as un petit encart, t'as une sorte d'affiche, une couverture de comics qui t'annonce en fait ce que tu vas faire dans la mission, plus ou moins. Du coup, c'est vachement bien. Ça, c'est une super adaptation.
et du coup, voilà, comme on disait, ça prend une histoire originale, mais avec des méchants, des ennemis de Spider-Man, des alliés de Spider-Man. Tu vois Mary Jane Watson aussi. Tu affrontes Venom. Et sinon, après, tu as un autre jeu aussi qui reprend un peu le même truc. C'est du coup The Punisher, qui est sorti en 2005, où là, ça prend un peu des histoires des comics aussi du Punisher. Mais c'est aussi une histoire originale. Alors, je me rappelle plus l'histoire. Mais en gros, il mène une sorte d'enquête et c'est prétexte à aller voir la famille, je crois que c'est Nucci, la famille, la mafia qui Ouais, ça me dit quelque chose. Ouais. Voilà, il y a ça, il voit Jigsaw aussi. Voilà, tu as tout ce truc. Donc ça aussi, c'est un super jeu. Et puis le jeu en lui-même est bien parce que du coup, c'est un jeu d'action et où tu peux faire des meurtres brutaux. Les interroger de manière brutale pour leur soutirer des informations ou sinon les tuer de manière brutale. Et du coup, ça aussi, ça rentre dans la logique. Pas que j'aime la violence, mais ça rentre dans la logique du Punisher. Ah oui, c'est le Punisher, il est comme ça, quoi. C'est dans l'archétype du Punisher, c'est ça, quoi. Donc c'est bien que ça soit repris. Ouais, voilà, c'est ça. Et voilà. Et sinon, il y a un jeu ultime aussi. J'en ai pas parlé, c'est Marvel Ultimate Alliance. Où là, du coup, c'est une sorte de hack and slash. Donc, en gros, tu contrôles une équipe de 4 super-héros. Et du coup, ça reprend là toute l'esthétique, surtout classique des comics. Mais dans le 2, en fait, tu peux combiner les pouvoirs entre tes super-héros. C'est-à-dire, par exemple, tu as Spider-Man qui combine ses pouvoirs, ses attaques spéciales avec Iron Man, ou Captain America avec Thor. Et du coup, tu peux faire ça avec tous les persos. Du coup, ça aussi, ça reste une adaptation un peu vraiment... c'est vraiment un des fantasmes où tu vois tous tes super-héros favoris qui combinent leur attaque. Ouais. Écoute, moi, du coup, pour finir peut-être sur les adaptations, et au final, on n'a pas tant parlé que ça, alors que ça fait quand même quasiment 25 films, je sais plus ce qu'on s'est dit au début. En termes d'adaptation, je trouve que tout le Marvel Cinematic Universe, et là je prends dans son ensemble, je trouve que c'est une super adaptation en fait. Alors il y a des films plus ou moins bons, mais de manière générale ça reprend, à mon avis, et j'ai pas tout lu, et voilà, mais ça reprend bien les personnages qui sont dans les qui sont dans les BD, ça les adapte pour les faire vivre sur le grand écran. Ça prend les personnages et les acteurs les incarnent complètement. Voilà, ça va être compliqué. Si un jour ils veulent leur refoutre un nouvel Iron Man, que ce soit pas Robert Downey Jr. Ouais, ils vont devoir attendre quelques années. Voilà. Je pense, pareil pour et je trouve que Wolverine. Du coup, ils adaptent vachement bien. Ils adaptent, que ce soit sur les costumes, des fois c'est compliqué d'avoir des costumes parce que comme on s'est dessiné. Alors, c'est les années 60, dans les années 70 ou dans les années 90, avec des trucs de couleurs partout, des formes bizarres. Et pour que ça rende quelque chose d'à peu près crédible à l'écran sans avoir l'air ridicule, c'est pas facile. Et je trouve qu'ils y arrivent plutôt bien à chaque fois. Ils arrivent aussi à gérer vachement bien les liens entre les différents personnages et faire des liens sur les différents films, etc. Et ce qui se fait en fait dans les BD, c'est que les X... Alors, là, il n'y a pas les X-Men dans le Marvel, mais Spider-Man va aller voir Doctor Strange, et puis après il va aller voir Iron Man. Enfin, ils se connaissent et ils vont faire des choses, et ça se passe super bien, ça. Ils ont essayé de faire ça avec les films, avec des fois des courts-métrages one-shot qui disséminent comme ça, et avec les séries aussi maintenant. Donc ça, ils arrivent super bien à le gérer. Et au final, et avec des histoires qui sont issues des comics, mais qui sont quand même adaptées pour que ça rentre, voilà. Et que c'est devenu quelque chose à part. Ça peut vivre en fait sans les comics. Oui. On peut comprendre tout ça sans avoir forcément compris, sans avoir lu les comics. Ça donne envie de lire des comics et d'avoir plus de choses. Voilà. Après, on arrive sur les débats, et on n'en a pas parlé, mais
des gens qui ont lu les comics et qui disent non, ça c'est la vérité parce que c'est dans le comics. Est-ce que c'est plus vrai parce que c'est dans le comics et que c'est arrivé avant, ou est-ce que c'est plus vrai parce que c'est dans le jeu vidéo ou dans le film? Du coup, c'est deux mondes à part. Mais le MCU maintenant peut vivre tout seul, quoi. Oui, totalement. Mais en reprenant la structure de ce qui se passe déjà dans les BD Marvel depuis 40 ou 50 ans. C'est-à-dire qu'il y a des héros qui ont des histoires seuls et des fois ils vont aller voir leurs petits copains pour leur donner un coup de main ou pour aller leur taper dessus parce qu'à ce moment-là ils sont pas contents. Voilà. Et donc, et des fois n'apparaissant que dans que 10 minutes dans un film ou comme il pouvait apparaître dans 3 cases dans la BD, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que cette adaptation-là, en fait, de la manière de fonctionner de Marvel est assez folle, parce que déjà arrivé à mettre en place, hein, DC, ils ont essayé, mais ils pataugent depuis 10 ans pour faire ça. Et donc ça, je trouve que ça, c'est assez fou, et ce côté adaptation des manières de fonctionner, je trouve qu'elle est ultra bien faite, quoi. Voilà. Je te propose peut-être de nous arrêter là sur ce sujet. Oui, je ferai juste une remarque sur le fait qu'on a quand même... je pense que ce sera un épisode vraiment sur Marvel. Hein, parce qu'on a vraiment parlé que d'eux, donc peut-être un jour on fera des... Non, on a parlé de Batman quand même. Oui, c'est vrai. Pas mal de Batman. Oui, c'est vrai. Voilà, parce que toi, ta meilleure suggestion, c'est Batman. Oui, ça reste le meilleur. Après, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas parlé... Enfin, moi, je sais que de mon côté, il y a des adaptations de BD, comme sur Tintin ou sur 13 aussi. Mais ouais, peut-être qu'on fera un épisode plutôt sur la BD, soit sur de la BD franco-belge. Ou même Dragon Ball, je veux dire, au Japon, je veux dire... On pourra faire un truc... Faudra peut-être mieux... avec du manga, voilà. Oui, moi aussi. Alors après, sur le manga, j'en ai quelques-unes d'adaptations, mais c'est peut-être pour pas faire trop vaste. Oui, non, on peut rester et là. On pourra, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas parlé de Tintin, d'Astérix, et il y a des choses à dire. Donc je pense qu'on pourra peut-être faire un truc, un BD franco-belge et un manga. Après, je sais pas si on mélangera les deux ou pas, on verra, quoi. Mais il y a quand même beaucoup moins d'adaptations. En général. Ouais, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses à dire. Non, mais comparativement. Ah oui. Comparativement, voilà. Ah oui, c'est sûr. C'était bien de faire un pavé comics sur la partie américaine et un pavé avec franco-belge et japonais. Du coup, ce serait le moment peut-être de... Alors, est-ce qu'on fait des recommandations ? Moi, j'en ai une. C'est le magazine, le MOOC Rétro Laser. Oui, donc c'est le Rétro Laser qui est aux éditions Omake Books, pardon. Donc en fait, qui a un MOOC qui traite de différents sujets de la culture populaire. Moi, je me suis abonné. Du coup, là, ils en sont au 9e. Et c'est je crois que c'est tous les 2 ou 3 mois, un truc comme ça que ça sort. Et du coup, voilà, c'est très très bien. En plus, c'est vraiment très bien imprimé. C'est un bel objet. En plus, il y a des beaux articles dedans. Voilà. Alors du coup, moi aussi, j'ai une recommandation. Et pareil que toi, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Et en ce moment, je suis en train de lire, il me manque un seul volume, l'intégrale Don Rosa de Picsou. Voilà. Don Rosa est un des fabuleux auteurs qui a traité du personnage de Picsou. Voilà, Picsou a été créé par un auteur qui s'appelle Karl Barks. Voilà, c'est le premier à avoir écrit sur Picsou et sur Donald, sur plein de personnages comme ça, plein de canards. Et du coup, Don Rosa a une intégrale en 7 tomes qui est sortie chez Glénat. Et du coup, c'est vraiment 7 beaux volumes, et dont les 2 premiers en fait traitent de la jeunesse de Picsou. C'est-à-dire que comment Picsou est parti d'un petit canard en Écosse pour devenir le canard le plus riche du monde. Voilà. Comment est-ce qu'il est devenu, à la force de son travail et de sa sueur, est-ce qu'il est devenu le canard le plus riche du monde et ses aventures. Et après, il y a donc 5 autres tomes qui parlent de différentes histoires, avec souvent du coup avec Donald et les 3 neveux Riri, Fifi et Loulou. Voilà. Et avec plein d'autres personnages du coup de l'univers de Donald et de Donaldville. D'accord. Et c'est vraiment génial. J'avais lu ça il y a longtemps quand j'étais plus jeune et que je lisais des Picsou magazines. Et là, du coup, c'est vraiment une intégrale en 7 tomes pour avoir
toutes les histoires qu'il a écrites. Et en plus, avec des mots de l'auteur à chaque fois qu'il explique d'où vient cette idée et comment il a traité. Voilà. Je crois qu'après, à chaque fois, il essaye d'intégrer dans l'histoire avec un grand H. Donc, on peut retrouver des personnages historiques. Et aussi, à chaque fois, il intègre des éléments qui ont été créés par Karl Barks, donc le créateur de Picsou, dans d'autres histoires où il parlait de donner des indices sur la vie de Picsou. Et lui, il les réintègre dans ses histoires. Pour que ces histoires soient vraiment liées à qu'il n'y ait qu'une seule histoire de Picsou et pas plusieurs timelines possibles. Il y a une seule vie de Picsou et c'est celle-là. Donc c'est vraiment génial. Donc je vous encourage à le lire. Voilà, c'était ma recommandation. Ok, d'accord. Bon du coup, sur ce, je pense qu'on peut finir l'épisode. Il y a juste un truc avant qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, on va changer aussi le rythme de parution des épisodes de Talks. Ça sera normalement une fois par mois, a priori le dernier mercredi du mois. Et voilà, c'est ça. Parce que du coup, les 3 autres mercredis du mois, ce sera les podcasts Give Me 5 minutes. Donc une fois Franck, une fois moi. Donc si tu n'as rien d'autre à ajouter... Non, je pense qu'on peut conclure. Ok, du coup, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin de cette émission qui dure un peu plus d'1 heure. Voilà, du coup, vous pouvez nous retrouver sur YouTube, SoundCloud, Google Podcast et iTunes Podcast comme d'habitude, ça change pas. Le seul truc qui changera, ce sera juste sous l'appellation du coup Screen Memories. Donc voilà, si vous cherchez, ce sera plus Give Me 5. Et il y aura du coup une nouvelle playlist sur SoundCloud en fait pour Talks. Oui, comme il y avait pour Give Me 5 minutes. Voilà, c'est ça. Et voilà. Sur ce, je n'ai plus rien à dire. Je te laisse le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt.